Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. L'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne connaît des rebondissements et ce depuis plus d'un an. En début de semaine, le Maroc a adressé une sévère mise en garde à l'Union européenne. Rabat appelle Bruxelles à mettre pleinement en œuvre l'accord agricole entre les deux parties et agite même la possibilité de chercher de nouveaux partenaires. Maroc-UE, l'accord agricole qui sème le doute, c'est l'intitulé de ce débat. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Amar Chapraoui, vous êtes directeur de Finance Active Maroc. Vous êtes membre élu du bureau de la Fédération du commerce et services au sein de la CGM. Vous êtes aussi membre fondateur de l'Association marocaine des métiers de la finance et de la gestion. Bienvenue, Amar Chapraoui. Merci. Également avec nous, Hassan Ben Abdelazir, membre de la commission accords de libre-échange, accords commerciaux et UE à la CGM. Vous êtes un expert en économie agricole. Auparavant, vous avez occupé le poste de secrétaire général du ministère de l'Agriculture et vous avez déjà été mandaté par le gouvernement pour négocier les accords agricoles avec l'Union européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat, Hassan Ben Abdelazir. Également avec nous, Nabil Adel, directeur du groupement de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Vous êtes un économiste et professeur universitaire. Chroniqueur, vous signez régulièrement des articles dans la presse écrite qui couvrent notamment des thèmes liés aux relations économiques internationales et à la géopolitique. Bienvenue Nabil Adel. Merci Mehdi pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et on sera rejoint tout à l'heure en cours de débat par Khalid Ben Omar, consultant en stratégie et conseiller auprès du chef de gouvernement. Messieurs, bonjour encore une fois et merci d'être avec nous aujourd'hui pour débattre. Tout de suite l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour vos réactions. Après un triomphe à Addis Abeba marquant le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, une alerte info au début de cette semaine, au matin du lundi 6 février, est venue jeter un bloc de froid dans des relations, cette fois-ci entre le Maroc et l'Union européenne. Un communiqué du ministère de l'Agriculture, au ton plus que sévère, à travers lequel le Maroc menace de rompre tout partenariat avec l'UE si celle-ci ne neutralisait pas toute instrumentalisation de la question du Sahara dans l'accord agricole signé en 2012. Le Maroc demande, je cite, à ce que les actes visant à dresser des obstacles devant l'entrée des produits marocains sur les marchés européens soient sanctionnés et traités avec la plus grande fermeté du partenaire européen. De telles nuisances, poursuit le communiqué, mettent en péril un édifice de coopération construit sur de nombreuses années, ne laissant de choix au Maroc que de s'en détourner au profit d'une accélération de partenariats initiés dans des pays et régions diverses, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, les pays du Golfe ainsi qu'auprès des voisins africains. Une réaction officielle à une déclaration du commissaire européen du climat et de l'énergie, déclaration le 31 janvier dernier affirmant, je cite, que l'Union européenne tiendra compte du statut distant du territoire du Sahara occidental selon le droit international. Fin de citation. Suite au communiqué incendiaire du ministère de l'Agriculture, l'UE joue depuis la carte de l'apaisement, s'engageant à prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser l'accord agricole signé en 2012. Mais cet épisode, s'il est a priori réparé, vient rappeler la tension qui marque les relations entre Rabat et Bruxelles depuis décembre dernier. À l'origine de la tension, la position de la justice européenne sur le dossier du Sahara. Depuis, les Européens semblent avoir du mal à concilier respect d'une décision de justice européenne et préservation de leurs intérêts économiques avec le Maroc, partenaire de longue date. Aujourd'hui, et après ce énième épisode de tension, les deux parties se sont certes accordées sur une relation faite de confiance, de stabilité et de sérénité. Mais jusqu'à quand ce pacte pourra-t-il tenir ? Pourquoi politique et économie ne font-elles pas bon ménage dans le cadre de l'accord agricole Maroc-Union européenne ? Le Maroc est-il en position de force et quels sont les arguments ? Et si l'accord venait effectivement à être résilié, comment le Maroc s'en remettra-t-il ? S'il se tournait davantage vers des nouveaux partenaires chinois, russes et africains, gagnerait-il forcément au change ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure.
Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Hassan Ben Abdelrazek, je rappelle que vous êtes membre de la commission accords de libre-échange, accords commerciaux et UE à la CGM. Réaction à l'édito. Écoutez, il faut, je dirais, être raisonnable. Il faut être raisonnable. L'Union européenne, par le biais de la Commission européenne ou par le biais du Conseil, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et l'instance la plus élevée, a toujours été aux côtés d'une interprétation favorable au Maroc concernant l'accord de libre-échange sur les produits agricoles et les produits de pêche. Depuis la signature de cet accord, en 1995, nous exportons régulièrement des produits agricoles et des produits de pêche, y compris des zones, des provinces du sud du Maroc, sans que cela ne pose de problème. D'accord ? Alors, il y a eu une tentative par le Polisario de jeter un doute sur la validité de cet accord en activant une action en justice auprès de la Cour de justice européenne. Et il a eu gain de cause en première instance. Il a eu gain de cause en première instance, ce qui nous pose problème. Et donc, un appel a été fait. Cet appel a été fait par la Commission et au nom du Conseil, donc toutes les instances de la communauté de l'Union européenne étaient favorables à cet appel, et cet appel a été défendu par la Commission et les services juridiques. Et il s'est traduit par une décision qui est un peu particulière, d'accord ? C'est-à-dire, on a rejeté effectivement l'interprétation de la Cour de justice européenne en disant, de toute manière, le Polisario n'était pas en situation de pouvoir poursuivre la Commission sur cet accord de libre-échange. Et donc, la décision de lui donner raison, elle était tout à fait invalidée par la Cour de justice en appel. Mais l'argument qui a été avancé, c'est de considérer que le territoire du Sahara occidental n'est pas explicitement inscrit dans les accords de libre-échange, et donc qu'il faudrait, si la Commission et l'Union désirent mettre en adéquation, l'inscrire explicitement. Et c'est là où le bas blesse. Alors on reviendra sur la partie justement qui est sujette à débat. Omar Cherkaoui, directeur de Finance Active Maroc, par rapport à l'édito, s'il vous plaît. Alors, moi je voudrais faire la distinction entre deux choses. Il y a l'accord de libre-échange, au niveau pour l'agriculture, et il y a le sujet, comment est-ce que les institutions, les autres pays, les institutions internationales, etc., voient le Maroc avec son Sahara ou pas. Moi, quand je parle de l'accord de libre-échange agricole, c'est il a une petite histoire, cet accord. C'est pas la première fois qu'il est attaqué. Je tiens juste à rappeler que après la crise de 2008, qui a fait beaucoup de dégâts en Espagne, c'est un sujet qui n'avait pas grand-chose à voir avec le Maroc, mais qui a eu une conséquence assez particulière. On va dire qu'il y a eu la crise qui a frappé l'Espagne de façon assez violente, et beaucoup de fermes espagnoles au sud de l'Espagne, au niveau de l'Andalousie, ont été rachetées par des fonds hollandais. Et à partir du moment où ces fonds ont racheté ces fermes de tomates, vous voyez, les grandes serres, etc., il y a eu tout un travail de lobbying qui a été fait auprès de l'Union européenne, des instances, etc., un lobbying très discret et qui a été assez très très fort pour remettre en question ces accords de libre-échange. C'est à ce moment-là on a commencé à parler de quotas pour la tomate marocaine, etc. Il y a eu une histoire à partir de 2012-2013. Vous pourrez me contredire, mais je me souviens bien de cette histoire-là. Et en gros, il y avait les Hollandais qui essayaient de remettre en question indirectement cette liberté de mouvement au niveau agricole. Donc c'est là où, moi, quand je parle, là, on en parle maintenant parce que ça a été le dernier lien, mais moi, je pense qu'il y a quand même deux sujets. C'est l'accord de libre-échange
agricole d'une part, et l'autre sujet, c'est le Sahara marocain. Voilà. Nabil Adel, directeur du groupement de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Et je rappelle, et je précise à nos auditeurs que nous avons été rejoints par Khalid Ben Omar, consultant en stratégie et conseiller auprès du chef du gouvernement. Nabil Adel. Écoutez, je pense que sur le point de vue de la forme, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de notre diplomatie que ces derniers temps. C'est un bon signe. La semaine dernière, c'était le retour à l'Union africaine. Début de semaine, c'est la réaction par rapport à l'Europe. Donc ça montre qu'on est en train d'installer un rythme à cette diplomatie. Ça, c'est une bonne chose. Donc il faut continuer. Il faut continuer dans le sens de la défense de nos intérêts. Je rappelle brièvement que cette histoire du Sahara commence vraiment à devenir l'épée de Damoclès sur notre tête. Je pense que Sa Majesté l'avait rappelé dans son discours de Riyad, où il a dit cette affaire devient un moment entre février et avril de chaque année, c'est le moment où s'exercent tous les chantages sur le Maroc. Il vient un moment où il faut siffler la fin de la partie. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à montrer patte blanche sur beaucoup d'accords. Je rappelle brièvement que les accords avec l'Union européenne ne sont pas favorables. Nous enregistrons de gros déficits commerciaux avec l'Europe quand on prend le solde de la balance commerciale. Et malgré ça, le peu d'exportations qu'on envoie vers l'Europe, on s'en trouve gêné. Donc ça, il fallait marquer un point. Maintenant, sur la pertinence de la réaction. Aujourd'hui, on peut lui trouver tous les abus juridiques qu'on veut, les défendre du point de vue droit international. Il faut savoir, comme l'a rappelé Omar, les lobbies ne sont jamais très loin de ces décisions. Donc il ne faut pas penser que c'est une question que de droit, et ce sont des institutions européennes qui respectent le droit à la dernière virgule. Ce ne sont que le poids de lobbies en fonction de leurs intérêts qui vont faire bouger un dossier à un certain moment pour pouvoir réaliser un objectif. Donc le timing de chaque décision n'est jamais isolé d'un contexte où les rapports de force s'exercent sur un pays. Et donc aujourd'hui, on peut parler effectivement d'indépendance de la justice européenne. Ils le disent, je ne vois pas où est cette indépendance quand il s'agit d'un pays comme Israël, qui lui occupe un territoire selon toutes les résolutions de l'ONU. Et malgré ça, il continue à commercer avec l'Europe. De temps en temps, il y a des menaces de boycott, mais qui tombent rapidement à l'eau dès que le lobby sioniste monte au créneau. Aujourd'hui, il est temps que cette histoire s'arrête et au Maroc d'afficher une position claire vis-à-vis de son partenaire européen. Soit on est partenaire en termes de lutte contre l'immigration, en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de rapports économiques et de position de partenariat, ou bien on est des partenaires à la carte quand ça vous arrange, et auquel cas on n'est plus intéressé par ce jeu, sachant qu'il y a d'autres partenaires qui seront tout aussi intéressés par les produits Maroc. Khalid Ben Omar, consultant en stratégie, conseiller auprès du chef de gouvernement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter une partie de l'édito ou pas. Alors, vous me faites signe que non. Alors, je vous pose directement la question. Le torchon donc brûle à nouveau entre le Maroc et l'Union européenne. Et pourtant, on nous avait présenté le jugement du 21 décembre dernier comme étant une victoire de la diplomatie marocaine, un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'on a crié victoire un peu trop tôt ? Merci beaucoup Simedi. Mes salutations à vos invités, à nos auditeurs. Je voudrais dire d'abord que je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense qu'il y a beaucoup dans ces histoires donc de décisions de l'Union européenne, je pense qu'il y a beaucoup de lobbying. Comme vous le savez, durant ces dernières semaines, le Maroc a enchaîné certaines victoires diplomatiques importantes, notamment le retour à l'UA, qui est aujourd'hui concrétisé. Donc moi, je pense que sur d'autres fronts, des ennemis donc, de la cause nationale se sont mobilisés un peu pour faire pression et faire du lobbying. Mais je voudrais aussi dire que le Maroc prend cette question très au sérieux et qu'il en voit l'impact. D'ailleurs, certains groupes nationaux, pour ne pas les citer, ont des cellules aujourd'hui qui travaillent sur ces questions, qui sont prêts à aller même, je pense pour l'OCP, faire des présentations au sein du Parlement européen pour expliquer, du point de vue pratique, opérationnel, comment cette thèse était un peu falsifiée. Puisque tout simplement, vous le savez, la thèse principale qui concerne nos provinces sahariennes, c'est que le Maroc en tire un quelconque bénéfice financier ou économique. Mais l'évidence montre que le Maroc investit dans ces provinces
beaucoup plus que ce qu'il en tire comme ressources. Ça, c'est prouvé par toutes les analyses économiques qui ont été faites, mais aussi que toutes les règles d'éthique, de déontologie, le recrutement au niveau local, toutes ces règles-là sont respectées par tous les opérateurs nationaux, notamment ceux qui exportent. Donc, moi, je pense que c'est plus une histoire donc, de pression via des lobbies, qui sont des lobbies donc, de pays qui sont opposés ou qui ne soutiennent pas cette cause nationale. Et le fait que le Maroc ait intégré l'Union africaine, je pense que ça a fait peur à certains et que ça a poussé une réaction un peu, je dirais, plus forte et des pressions plus fortes de ces partis envers les instances de l'Union Ça, c'est pour le européenne. cadre général Khalid Ben Omar. Ma question était de savoir finalement pourquoi est-ce qu'on a eu le sentiment, et je pense qu'on est plusieurs à avoir eu ce sentiment, le 21 décembre dernier, à la suite justement du verdict de la Cour de justice de l'Union européenne, que nous avions engrangé une victoire et aujourd'hui on a l'impression qu'on est revenu au point de départ. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis ou est-ce que vous pensez autre chose? Bon, si vous voulez qu'on parle techniquement, je pense que c'était une bataille de gagner, mais pas la guerre, parce que je pense que les instances de l'Union européenne... Là, c'est pas un retour en arrière? Non, je ne pense pas, parce que la façon avec laquelle sont faites les institutions européennes, c'est souvent des décisions qui se prennent avec des contre-coups. Même dans les décisions internes de l'Union européenne, il y a des processus, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des grands pas en avant, puis des retours en arrière durant toutes les prochaines années, tout simplement parce que comme vous le savez, l'Union européenne fonctionne avec plusieurs institutions. Il y a le Parlement européen, il y a la Commission, il y a aussi le Conseil. Il y a même d'autres institutions qui sont en dehors de l'Union européenne, mais qui jouent un rôle en Europe, comme le Conseil de l'Europe, etc. Donc il y a un certain nombre donc, d'instances qui sont en jeu, mais aussi des lobbies derrière et des États. Et ce qui se passe avec l'Union européenne aujourd'hui se passe avec toutes les organisations internationales qui ont des relations de plus en plus fortes au Maroc. Il y a des pressions de certaines parties pour limiter ou pour, je dirais, nuire à la qualité de ces relations, par exemple au CDE. Alors, Machar Raoui, directeur de Finance Active Maroc, par rapport à cette victoire qu'on aurait pensé avoir décroché suite au verdict du 21 décembre, j'en reviens quand même à cela, puisqu'on nous avait dit que c'était une victoire évidente pour le Maroc, puisque donc on annule le recours introduit par une entité que donc on ne reconnaît pas. On nous a dit aussi que le Polisario a perdu la partie, mais en plus il devra payer les frais de la procédure et ceux engagés par le Conseil de l'UE. Et on était vraiment sur une dynamique de voilà, on a gagné quelque part quelque chose. Et là, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, c'est un peu presque un retour en arrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas? Alors, si vous voulez, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu l'article qui sortait, qui disait qu'on avait gagné, c'est que je suis allé lire cet arrêt. Ouais. Le jugement qui est sorti, je suis allé le lire. Ouais. Et il était assez alambiqué. Parce qu'effectivement, quand on lit, l'Union européenne, la Cour de justice européenne, ne reconnaît pas le Polisario ou la RAST comme étant une entité capable de parler au nom des Sahraouis. Voilà, donc en soi, c'est une vraie victoire. On ne doit pas se le cacher. C'est une institution internationale qui ne reconnaît pas un État factice, une quelconque autorité ou un quelconque rôle dans une défense d'intérêts d'un groupe ethnique. Mais de l'autre côté, il y avait cette petite phrase qui était glissée et on se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là. Parce que ce n'était pas ça le sujet. C'est-à-dire que dans la lecture de cette décision de la Cour de justice, on se demandait mais qui leur a demandé ça? Leur avis n'avait pas été demandé à ce sujet-là. Eux, quand la question qui leur avait été posée, est-ce que le Polisario est mandaté pour défendre ses intérêts? Et donc, si vous voulez, c'est là encore, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a des groupes de pression qui sont actifs. Il y a bien sûr, il y a nos voisins qui ne s'en cachent même pas. Il y a d'autres groupes qui essayent de trouver un peu plus, on va dire, altermondialistes. En général, vous trouverez toujours des commissaires ou des eurodéputés côté vert ou extrême gauche, etc., qui essaient de tirer ça. À la base, on s'attendait à ce que la Cour de justice soit dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle réponde à un cas en particulier. Encore plus, c'était la Cour d'appel. Mais ils se sont dit, ça a été une décision qui, d'un coup, était devenue politique. C'est-à-dire, c'était une décision de justice, mais qui donne une réponse politique à une question technique. Est-ce que vous êtes en train de dire finalement que la Cour européenne, que ce soit en première ou en seconde instance, n'est pas indépendante? Est-ce que vous êtes en train de dire ça? Honnêtement, je commençais à me poser les questions. Je n'ai pas ni l'autorité, ni le recul ou la connaissance, mais quand je me dis, quand il y a un groupe de juges qui répond sur un autre sujet, alors que la question initiale c'était celle-là,
Qu'est-ce qui leur a donné envie de répondre ça? Est-ce qu'ils se sont dit, voilà, c'est pour mettre tout le monde à ex-aequo? Est-ce que c'est leur rôle de mettre les gens à ex-aequo? Eux, ils sont là pour rendre une décision de justice. Est-ce que dans ce cas-là, c'est la Commission européenne qui n'a pas bien défendu le dossier, qui n'a pas apporté les bons arguments? Je tiens à rappeler que le Maroc a plusieurs fois manifesté le manque de communication avec cette commission dans non, c'est pas ce que nous disait tout à l'heure Hassan Ben Abdelrazir, qui nous dit que nous sommes dans un climat de confiance avec nos partenaires européens. Alors attendez, quand on parle de partenaires européens, il faut savoir de qui on parle. Là, on parle d'une machine qui est impressionnante, tentaculaire, où à chaque niveau, on se retrouve avec une ribambelle de fonctionnaires qui sont... il faut se remettre aussi à leur place. Hein. Lui, le type, il a son boulot au quotidien. On lui dit, voilà, il y a ça à faire. Qui applique des normes en étant complètement déconnecté par rapport à une réalité du terrain. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité actuelle en Union européenne. Donc, ils ont une lecture extrêmement froide, complètement dépareillés et sur lesquels des fois, et ça c'est vraiment mon avis, j'ai le sentiment qu'ils essaient toujours de lire ou de voir ce qui se passe au Maroc avec une grille de lecture qui est d'un autre temps. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup ils remettent très souvent en question tous les efforts qui sont fournis ou des fois c'est limite... À vous entendre, il ne faut pas commercer avec ces gens. Non, c'est pas ça. Il faut commercer, mais... on doit faire attention. On ne doit pas partir dans une relation naïve. On peut être dans une relation de confiance, mais ça ne veut pas dire une relation où on ne fait pas attention, où on n'est pas en train de se dire qu'on risque de se reprendre quelque chose de l'autre côté. Hassan Ben Abdelrazir de la CGE. Je vais simplifier. La Commission et le Conseil sont dans une logique de maintien et de renforcement des relations avec le Maroc et de préservation des accords de libre-échange. Ça, c'est ce qu'on peut dire effectivement sur les communiqués. Dans la pratique, est-ce que dans la pratique, c'est le cas? Parce que quelque part, parfois, on se sent un peu abandonné. Voilà. Oui. Regardez le commissaire de l'énergie. Dans la pratique, l'architecture européenne oblige à un certain respect d'une hiérarchie des normes, etc. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on traduit la décision de justice de la Cour européenne. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut rester dans l'état actuel. L'état actuel, c'est quoi? L'état actuel... La suspension de cet accord? Non. Même pas. L'accord n'est pas suspendu. L'accord est en activité. Nous exportons tous les jours des tomates de Dakhla à destination du marché européen qui sont mis en marché dans le cadre de l'accord sans aucune difficulté et sans aucune difficulté autre que des difficultés de nature politique. C'est-à-dire que les mouvements proches du Polisario en dépit, excusez-moi pour que je puisse vous suivre, s'il vous plaît. C'est-à-dire, en dépit, vous êtes en train de nous dire que l'accord court toujours, qu'il est en vigueur, en dépit de la décision de la Cour de justice européenne qui nous dit que le Sahara ne doit pas être un champ d'application de ces accords de libre-échange. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette décision de la Cour de justice européenne n'entraîne pas de suspension immédiate et n'entraîne pas d'obligation faite à la Commission de modifier immédiatement cet accord pour y inclure les territoires des provinces du Sud. D'accord. Donc, ce qui était une victoire du Maroc, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu confirmation que cet accord était nul. D'accord. Donc, la première décision, qui était la décision de la Cour de justice en première instance, elle a condamné la Commission et demandé la nullité de cet accord. Okay, on a un accord qui existe, qui est maintenu, et la Cour de justice demande à ce que la Commission et le Conseil l'amendent ou tiennent compte du fait que, selon eux, les territoires du Royaume du Maroc n'incluent pas les territoires de nos provinces du Sud. Et donc, par conséquent, un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, qui s'applique exclusivement sur les territoires du Royaume du Maroc, ne peut pas s'appliquer dans une autre zone considérée comme étant sous administration par le Maroc. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que la Commission doit inclure les territoires sous administration marocaine, pour nous, sous souveraineté marocaine, dans son régime juridique. C'est ça la question qui est posée. Et c'est la difficulté qu'ils ont. D'accord ? C'est pas une question. Ils peuvent le faire en assumant. C'est-à-dire, on fait une modification de l'accord de libre-échange en disant que cet accord va
concerne aussi bien les territoires sous administration. Et ça, le Maroc l'accepterait? Alors, le Maroc aujourd'hui a changé de position. Le Maroc, de manière naturelle, accepte le principe que la RASD il puisse siéger avec elle au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine. On n'est plus du tout dans une position de dire il n'existe pas. On est dans une position de dire, et à mon avis c'est une position importante et un pas important. Non, excusez-moi, mais préciser que les territoires du Sahara font partie du Maroc, est-ce que ce n'est pas une aberration pour le Maroc? C'est comme si par exemple on négociait des accords et on disait, y compris Casablanca. Pour nous c'est un peu ça quand même. Alors le problème c'est que si tu poses la question en ces termes-là, tu mets l'Union européenne dans une situation intenable. Vous savez, c'est la question clé. Oui. C'est-à-dire, soit on essaye de trouver une solution qui soit diplomatique et qui soit acceptable pour l'ensemble des parties, ce qui était le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter que la question de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, nos provinces récupérées, ne soit pas un obstacle à nos relations. Et donc, eux ferment leurs yeux et nous, on ferme les yeux et on a un cadre dans lequel on travaille tous les deux. Soit le Maroc conditionne l'accord de libre-échange par la reconnaissance préalable de la souveraineté, et dans ces conditions, l'Union européenne ne peut pas l'accepter parce qu'elle se retrouvera dans une situation de bagarre politique interne trop délicate. Alors, je termine. Ça veut dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver pour la Commission et pour le Conseil européen avec les Marocains une solution qui soit une solution mutuellement acceptable. D'accord ? Moi, j'aurais dit qu'une situation mutuellement acceptable serait une situation de maintien de l'évolution de nos exportations, de la reconnaissance, qu'on n'ait pas de problème particulier, et que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose la question de l'origine des bateaux ou des machins, on lui dise « stop, arrête, nous, on est couverts par un accord et on continue de commercer comme avant ». D'accord ? Et ça, c'est une question, c'est la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne, c'est de dire le conflit relève des Nations unies, ne relève pas du tout d'une juridiction inférieure, n'est pas du relève d'une juridiction interne. Nous ne voulons pas rentrer là-dedans au titre de partie prenante au conflit. Donc nous acceptons la réalité du terrain qui est que le Maroc administre et nous commerçons avec le Maroc et son administration comme étant les représentants de l'autorité administrative, et on continue. C'est une position très différente de dire nous reconnaissons la souveraineté, parce que reconnaître la souveraineté, on aimerait bien qu'ils fassent le pas. Malheureusement, ils ne le font pas. Et ils ne sont pas les seuls à ne pas le... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rompt? Est-ce qu'on met sur la table le fait de pouvoir rompre nos relations avec l'Union européenne commerciale tant qu'ils n'auront pas reconnu la souveraineté du Maroc? C'est une décision qui me paraît, à mon avis... je ne sais pas si c'est vraiment la manière dont le Maroc pose la question. Si c'est le cas, c'est une prise de risque très très élevée et qui n'est pas tellement compatible avec les démarches de notre diplomatie, que ce soit la remise du plan d'autonomie, la réintégration au niveau de l'Union africaine, l'engagement. Je pense qu'il y a un engagement et on peut avoir des relations constructives tout en disant, sur ce point en particulier, nous, on n'est soit pas d'accord, soit nous considérons qu'on n'est pas partie prenante et qu'on préfère que ça soit traité ailleurs pour pouvoir maintenir ces relations. Omar Chakraoui, directeur de Finance Active Maroc. En fait, si vous voulez, cette notion de flou, le Maroc, en voulant être, on va dire, un partenaire, montrer que c'était un partenaire fiable, sérieux, il voulait être jugé sur les résultats, a accepté cette histoire, enfin, pour ne pas qu'on précise dès le début, dans les accords, etc. Et on est en train de... C'est une faille aujourd'hui pour vous En fait, on est en train de se rendre compte qu'on a péché par notre bonne foi.
C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, nous sommes avec des institutions qui sont censées être très sérieuses, fiables, qui ne vont pas changer d'avis en cours de chemin, ou une fois qu'on a signé quelque chose, on ne va pas le remettre en question une année ou deux après. Non, mais il y a une séparation des pouvoirs. Je veux dire, c'est les deux l'Union européenne et la Cour de justice, c'est ces deux institutions complètement différentes. On n'a pas signé un accord avec la Cour de justice qui, par la suite, a changé d'avis. Oui, mais si vous voulez, il est du rôle de la Commission, au moment où elle est en train de signer un accord, d'assurer tout le backup judiciaire. Oui. C'est-à-dire, quand ils sont en train de signer un accord, ils vont pas aller signer un accord avec Est-ce qu'on leur a demandé de faire ça? Parce que finalement, on est quand même un peu responsable. Il y a deux parties signataires, eux et nous. Et nous, si on leur a pas demandé, quelque part, on est solidairement responsable aussi. Je me souviens à plusieurs reprises que Madame Ashton, qui était la représentante des affaires étrangères de l'Union européenne, a écrit, et on a des lettres, a écrit à plusieurs reprises que pour elle, et donc représentante au sens le plus élevé du terme de l'Union européenne, qu'il n'y avait pas de problème sur le commerce des marchandises et l'accord. Elle l'a écrit pour les centrales d'achat et les supermarchés qui étaient sous pression des amis du Front Polisario pour faire un boycott des produits marocains originaires de la zone. Mais si vous voulez, donc, s'il vous plaît. En fait, à un moment. On a péché par notre bonne foi ou parce qu'au final, c'est en train de nous revenir aujourd'hui en pleine figure. Si aujourd'hui il y a une cour de justice européenne qui statue de cette façon, où après elle dit voilà, je mets chacun face à face, et après c'est pas mon problème, c'est aux Nations Unies de gérer ça. On peut pas rester insensible ou se dire en fait non, ils sont tout beaux, tout gentils. Nous, c'était notre responsabilité aussi. Non, laissez-moi finir s'il vous plaît. Le truc aujourd'hui, le Maroc est en train de se rendre compte qu'il est obligé d'une façon ou d'une autre de muscler sa démarche et de dire clairement les choses. On n'est plus dans de l'ambivalence ou de est-ce qu'on le comprend ou pas. Et Sa Majesté l'a rappelé à plusieurs fois dans ses discours, où en gros la dualité d'avis, aujourd'hui je suis comme ça, le lendemain je suis comme ça. Il avait même dit dans un discours où il nous expliquait que le discours qui nous tient, c'est celui qui tient aux fonctionnaires internationaux qui arrivent, qui ont une mission sur 3 ans, qui ne prennent pas forcément en compte l'historique du pays, des peuples, de leurs attentes, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, là vous voyez, comme vous dites, non, la Commission est avec nous. C'est un commissaire européen qui a dit voilà, nous allons prendre en compte. Non mais enfin, quand on est dans une relation, on dit non, en fait, avec la Commission ça va et la Cour de justice c'est autre chose. C'est un commissaire européen qui était en train de dire sur un sujet extrêmement important sur lequel on s'est lancé et on s'est engagé auprès de la COP22 avec 3 ou 4 pays européens, je ne me souviens plus, concernant les énergies renouvelables. Et comme par hasard, ce commissaire européen revient et remet tout en question en disant non mais vous inquiétez pas, on va pas prendre le soleil du Sahara marocain, du Sahara. Donc à partir de là, il faut que nous aussi on se pose des questions et on va pas s'attendre à ce que l'Union européenne tout seul de leur à leur place se disent oui, non, attendez, on va leur reconnaître, on va pas leur reconnaître. Donc le Maroc aujourd'hui est en train de prendre les devants et il est en train de dire à ses partenaires écoutez, il faut qu'on soit clair. Ces zones floues, on ne les veut plus parce que nous c'est dans ces zones floues où on nous attaque. Si l'Algérie, qui n'a absolument rien à voir avec l'accord de libre-échange Maroc Union européenne, trouve le moyen d'aller embêter un bateau qui emmène de l'huile de sardine de Dakhla et le fait arrêter en cours de chemin pour vérifier la cargaison, ça devient complètement ridicule. Et là, le Maroc est conscient que nous sommes exposés, nous avons un risque juridique sur lequel nous sommes exposés. Donc autant prendre les devants. Ok, là on a Mogherini qui est la commissaire aux affaires étrangères, qui est en train de nous sortir un communiqué où elle est vraiment avec le Maroc, etc. Super. Mais ça ne diffère pas des autres communiqués de l'an dernier. Voilà, ça ne diffère pas. Est-ce que ça veut pour autant dire que nous n'allons pas avoir de problème cette année sur cet accord agricole? Et là, le Maroc en est conscient. Très bien. Khalid Ben Omar, consultant stratégique conseiller auprès du chef de gouvernement. Peut-être réaction. Oui, peut-être une réaction. Je pense On a été naïf. Non, je pense pas. Au contraire, je pense que c'est l'Union européenne qui est naïve dans son analyse parce que aujourd'hui, la tendance change dans le monde. Même ces territoires qui connaissent des situations comparables à celles de nos provinces sahariennes, la règle, c'est qu'elles ont une vie économique. Et ce qu'est en train de faire l'Union européenne, c'est en fait d'essayer de les pousser de sortir un peu plus de la vie économique et du commerce mondial. Parce que si on prend cette décision isolément et qu'on l'analyse en tant que décision de l'Union européenne et en tant que partie européenne, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que finalement, il n'y a aucune vision. On dit demain, les provinces sahariennes du Maroc ont un statut politique complexe, elles n'ont plus le droit de commercer avec l'Union européenne.
Mais en fait, c'est automatiquement ce qu'ils devraient savoir. C'est pas exactement ce que dit l'Union européenne. Non, mais c'est pas ce qu'ils disent. Non, mais attendez, c'est pas ce qu'ils disent, mais de facto, c'est ce qui va se passer. Si demain on dit que ces régions ne peuvent plus être commercées sans des processus extrêmement complexes de contrôle, sachant que le Maroc ne va jamais dire qu'il n'a pas de souveraineté sur ces territoires. Donc, ce qui va se passer, c'est que, in fine, on va avoir des restrictions par rapport aux exportations. Et je ne pense pas que dans la logique même des lobbies européens qui poussent vers ces choses-là, je ne pense pas que ce soit leur thèse. Je pense que leur thèse est plutôt dans ce genre de territoire de pousser à la création de richesses, qu'elles soient appropriées localement, certes, qu'elles soient utilisées localement. Je veux bien. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait de la suite dans les idées. Je pense que c'est vraiment des positions qui sont conjoncturelles et politiques. Il n'y a pas de vision de fond. D'ailleurs, les avocats marocains qui ont travaillé sur ce sujet n'avaient aucune gêne à déconstruire les thèses de fond de la Cour de justice européenne. Par contre, sur les thèses de forme, là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à polémiquer. Le statut des territoires, toutes ces questions de territorialité, tout ça, c'est des questions de forme qui sont énormes. Mais je ne pense pas que dans le fond, aujourd'hui, même dans les lobbies des Verts qu'a évoqué mon ami, que les gens soient contents de dire « Ah, on a réussi, on a fait quelque chose d'important en Europe, on a sanctionné le Maroc et on a privé Dakhla de vendre ses tomates et les entreprises qui sont enregistrées dans les régions du Sud d'exporter de la sardine ou d'autres pélagiques. » Je ne pense pas que ce soit ça la thèse. La thèse, c'est de faire un peu du mal au Maroc, de le déranger, de faire du lobbying, de montrer que la position politique du Maroc est fragile. Mais dire que là, derrière, il y a une vision économique et on ne va pas recréer un nouvel apartheid dans nos provinces du Sud. Je pense que même pour les gens qui portent cette thèse au niveau de l'Union européenne, c'est pas ce qu'ils pensent. Mais je ne sais pas. Hassan Ben Abdelazir de la CGL. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le Maroc a développé les provinces du Sud. Et qu'en droit international, si on est une puissance administrante, on a un devoir de développer au profit des populations et le Maroc n'a rien à se reprocher, bien au contraire. D'accord ? Si on repart sur le jugement initial de la Cour de justice européenne, la condamnation qui a été faite, c'est simplement de condamner la Commission européenne pour ne pas avoir fait la preuve que le Maroc assurait le développement économique de ces régions au profit de ces populations. Et ça, nous sommes d'abord, on l'a fait, on n'a vraiment rien à nous reprocher. Et je pense que inscrit là-dedans, il n'y a aucun problème à nos relations ultérieures avec l'Union européenne. Il n'y a pas de flou. Ouais. Nous sommes, en tant que Marocains, les provinces font partie de la souveraineté. En tant qu'analyste du droit public international, on peut avoir une position en disant dans le moindre, ad minima, ils sont sous administration marocaine dans le cadre du droit public international. Et le Maroc, depuis le début, mène le développement de ces provinces au profit de ces populations. Donc, on n'a rien à nous reprocher et on peut construire des relations entre le Maroc et l'Union européenne sur ces bases-là. Ouais. Maintenant, et c'est important, la question sur le flou. Si nous considérons que le préalable à nos relations avec l'Union européenne, c'est une reconnaissance formelle de notre souveraineté sur les provinces du Sud, d'accord ? Il fallait préciser dès le départ. Pardon ? Il fallait le préciser dès le départ. Vous croyez vraiment une seconde que l'administration marocaine, que les affaires étrangères, que le palais, que les négociateurs marocains n'avaient pas comme objectif essentiel d'obtenir cette reconnaissance? C'est l'alpha et l'oméga de la diplomatie marocaine. Maintenant, de l'autre côté, il faut comprendre que ce n'était pas possible. Ce ne leur est pas possible aujourd'hui de reconnaître la souveraineté du Maroc. Et c'est pour ça qu'ils poussent vers des solutions de type autonomie. Ils ne le peuvent pas. Ils sont coincés par les mandats politiques, leur situation politique pour chacun des pays et les risques que cette reconnaissance pourrait faire peser sur eux. Et donc, ils veulent une situation qui soit une situation qui reconnaissent à la fois que le Maroc est un partenaire indispensable, essentiel, critique de l'Union européenne dans la Méditerranée du Sud, et que
par rapport au combat politique interne chez eux sur cette question-là, ils se sentent protégés. Et c'est cet accord qu'il faut construire. Si on va à la rupture, c'est dangereux. Ouais. Nabil Adel, directeur du groupement de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Je voudrais vous faire quand même réagir à ce verdict rendu donc par la Cour de justice de l'Union européenne qui estime que le Sahara ne doit pas être un champ d'application des accords de libéralisation entre le Maroc et l'Union européenne, vu que son statut finalement n'a pas été arrêté par la communauté internationale. Est-ce que ça a du sens pour vous ? Bon, écoutez, je pense que depuis tout à l'heure, on est en train de discuter comme si on était des Européens. Et on est en train de défendre le point de vue des Européens, comment les Européens voient cet accord. Écoutez, monsieur, aujourd'hui, quelle est notre attitude dans ce dossier ? Est-ce qu'on va continuer à subir les chantages ad vitam aeternam ou on doit prendre une décision ? Non mais là vous avez quand même la Cour de justice européenne. Excusez-moi qui vous dit, moi je me calque, moi Cour de justice européenne, je me calque sur le droit international et je vous dis que le Sahara ne doit pas être un champ d'application des accords de libéralisation entre le Maroc et l'Union européenne. On va aller chercher ailleurs. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que pour vous juridiquement... Je ne suis pas en train de commenter. Ouais. Écoutez monsieur, moi je ne commente pas les décisions de justice de la Cour européenne. Ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai des opérateurs marocains qui sont aujourd'hui pris en tenaille. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Mais le droit international prime sur tous les pays. Non, pas tous les pays. Donc il faut commercer avec... Écoutez, il y a des pays où ce n'est pas le droit international qui prime. C'est leur constitution qui prime. Je vais vous laisser développer votre thèse, mais moi je veux juste savoir, est-ce que quand l'Union européenne nous dit, ou plutôt la Cour de justice de l'Union européenne nous dit cela, est-ce qu'elle est dans son droit ou pas ? Parce que si elle respecte le droit international, et c'est cela la vérité du droit international, on aura un problème avec tous les autres pays du monde. Écoutez, alors c'est bon, je peux... Oui, allez-y. Alors ça c'est très simple. Aujourd'hui, les relations économiques entre pays ne sont pas basées uniquement sur le droit. Et quand on veut bafouer le droit, on le bafoue. Maintenant, ça dépend de notre puissance et des cartes qu'on peut mettre sur la table. Aujourd'hui, moi, je suis un décideur marocain. Et j'ai des entreprises exportatrices qui souffrent de cette situation. Admettons, je dois trouver une solution. Les accords de libre-échange qu'on signe avec l'Union européenne sont des accords, sont des conventions sur lesquelles on peut revenir en fonction d'un certain nombre de points de force qu'on peut mettre sur la table. Aujourd'hui, pour la première fois, on parle clairement dans un communiqué d'aller chercher ailleurs. Si vous continuez, parce que le fait qu'on en arrive là, ça veut dire qu'on n'en peut plus. Le fait qu'à chaque fois, on doit nous sortir alors qu'on pensait que ce dossier était clos, de l'avis même du communiqué, on nous le ressort. Ça veut dire que ça ne va pas finir. Écoutez, on est en train de dire, s'il vous plaît, il est temps de nous dire, est-ce qu'on est un partenaire ? Et un partenaire, ce n'est pas à moi, Maroc, de convaincre un tribunal dont je ne dépends pas de la justesse de ma thèse. Ça, c'est le travail des instances européennes. Maintenant, mais sur ça, tout le monde est d'accord. Hein, Maintenant, non, mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, je ne parle pas en termes juridiques, je parle en termes économiques. Il faut que le Maroc commence dès maintenant à diversifier dans les faits ses partenariats. On le dit, on brandit la menace depuis plusieurs années, mais dans les faits, c'est difficile. Parce que nos liens avec l'Europe sont historiques, il y a une proximité géographique, une proximité culturelle, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aller chercher ailleurs n'est pas évident. Mais à terme, c'est peut-être la seule solution. Imaginons que demain, on dit non, le Sahara ne fait pas partie de cet accord. C'est une décision ferme et définitive. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, des deux choses. Si c'est en vertu du droit international, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question que je me pose aussi. Hein, et je vous la pose. Dans ce cas, les deux choses. Soit on reconnaît, on dit OK, on reconnaît, et auquel cas on va ouvrir une brèche dans tout ce qui va suivre. Soit on va résister, ça va être trop tard. Et aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu ? C'est ce que nous exportons à l'Europe et ce que nous importons de l'Europe. Aujourd'hui, tant que le Maroc n'arrive pas à diversifier ses partenariats étrangers, il va rester otage de cette situation. Non, c'est pas symétrique quand même. Excusez-moi, non, monsieur. Non. Nous, l'Europe représente plus de 40-50% de notre commerce, nous représentons moins de 1% du commerce de l'Union européenne. Donc, c'est pas symétrique. On est en train de parler du pot de terre contre le pot de fer. Aujourd'hui, il faut savoir que le moment est venu de prendre des résolutions fortes. Ça ne va pas être facile. Et on peut même se retrouver en difficulté
sur une partie de notre commerce extérieur. Mais c'est la seule résolution valable à long terme. Parce que si on continue dans cette voie-là, on peut se réveiller un jour sur une décision qui nous tombe dessus et qui fera jurisprudence. Et là, on ne pourra... Vous savez, c'est la stratégie des feuillages. Au début, c'était les droits de l'homme, ensuite les ressources naturelles, demain, je ne sais pas quoi, et ça va continuer crescendo. Et c'est ce que Sa Majesté avait dénoncé dans son discours à Riyad, pour dire que ça devient du chantage. Maintenant, on est bien beau contre le Maroc dans du renseignement pour arrêter des terroristes en Europe. Là, il est félicité. Pour faire le bouclier contre l'immigration clandestine, on est bon. Mais quand il s'agit de nos intérêts, on n'est pas sur l'agenda de l'Europe. On est sur l'agenda de l'Europe que quand il s'agit pour eux de défendre leurs intérêts. Parce que la question du Sahara est soumise justement à l'ONU. Je veux dire, donc à partir de là, c'est pas à l'Europe de régler ce problème, de se positionner. Alors, tant que finalement... C'est ce que je dis. Ce que je dis. Donc il nous faut à nous de prendre nos responsabilités et de dire voilà. Au mépris du droit international. Non, pas au mépris du droit international, en diversifiant nos partenaires. Parce que c'est quoi l'enjeu, encore je le répète, c'est que demain, on ne puisse pas exporter en Europe ou bien on trouve des difficultés. Au lieu d'attendre le jour où ça se produise, il faut anticiper. Et d'ailleurs, dans le communiqué, on a été assez clair. Pour la première fois, on a parlé de Chine, de Russie, d'Inde, de Japon. Ce n'est pas fortuit. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, l'échéance s'approche et il est temps qu'on prenne des résolutions musclées. Omar Cherkaoui, directeur de Finance Active Maroc. Je voudrais juste rebondir sur une seule chose que avait dit Nabil Adel, avec lequel je ne pourrais jamais être d'accord avec lui quand vous dites qu'on était en train de parler en tant qu'Européens. C'est quelque chose que je ne vous permets pas de le dire. D'autant plus que rien dans mes propos ne m'a positionné comme en tant qu'Européen. Enfin, je parlais d'abord pour moi. Donc sincèrement, moi, j'ai dit, on était en train de parler. Je ne vous visais pas. J'ai dit on est en train de parler. Ils sont tous d'accord pour dire que par défaut, on se retrouve. Donc c'est juste, je tiens à le préciser. Deuxièmement, il y a deux sujets à avoir en tête. C'est que nous avons un fonctionnement de l'Union européenne, c'est une chose, ok. Et de l'autre côté, il y a le Maroc en tant qu'acteur économique qui se doit de diversifier ses partenariats. Mais moi, j'arrive pas à avoir une réponse à ma question, mais bon, allez-y. Répétez-la comme ça. La question, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand la Cour de justice de l'Union européenne dit que le Sahara ne doit pas être partie intégrante de ces accords de libéralisation entre le Maroc et l'Union européenne, vu son statut qui n'a pas été arrêté par la communauté internationale et par le droit international, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Parce que finalement, quand bien même on changerait de fusil d'épaule, si on se réfère au droit international, et si c'est cela véritablement le droit international, on aura un souci avec tous les autres pays du monde. Là encore, comme je vous ai dit, dans leur décision, c'était extrêmement alambiqué. Ils disaient, ça n'est pas quelque chose qui nous regarde puisque c'est traité au niveau des Nations Unies, mais on dit quand même que dans les prochains accords, il faudrait faire la distinction entre les deux. En fait, ils disent tout et son contraire dans le même paragraphe. C'est ça ce qui est un peu dans le même document. En tout cas, de à mon humble compréhension, c'est on ne reconnaît pas le Polisario comme étant défenseur des intérêts d'une population, on ne reconnaît pas, on considère que c'est pas à nous de statuer sur ce sujet qui est en train d'être traité aux Nations Unies, mais on considère que dans les prochains accords ou actuellement, il faut faire la distinction. En gros, c'est pas... Peut-être il n'y a que moi qui vois cette incompréhension, mais à un moment je me dis quelle est leur trame, quelle est la logique dans tout ça. Et ça ne reste, c'est la Cour de justice européenne. Libre à eux. Nous avons signé un accord avec la Commission européenne et à chaque fois qu'on a demandé des comptes, on les a demandés à la Commission européenne. Quand on a envoyé le message, le ministère de l'Agriculture a fait son communiqué, c'était à destination de la Commission. C'est la Commission européenne qui a répondu. Ce n'est pas le Conseil des ministres, ce n'est pas la Cour de justice. Mais tout ça, pour ne pas rester en train de parler que de l'Union européenne, parce qu'au final, ça sera toujours le sujet qui reviendra. Mais le Maroc est conscient qu'il se doit de diversifier ses partenaires. Il n'y a pas très longtemps, quand il y avait eu l'histoire il y avait une histoire de quotas qui commençait à ressortir pour les clémentines, etc. Bon, on a eu un petit coup de chance. C'était à ce moment-là, l'Union européenne était en train de faire... ils se sont pris un embargo de la part de la Russie pour l'histoire de la Crimée, Ukraine, etc. Bon, au final, nous, ça nous a ouvert les yeux en nous disant il y a aussi d'autres partenaires auprès desquels on peut aller. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les pays du Golfe, il y a l'Afrique, il y a ces développements, il y a les accords sud-sud, la coopération sud-sud que Sa Majesté essaie de promouvoir depuis très longtemps. Et en gros, on est en train de se rendre compte qu'on ne peut pas être dépendant que d'un seul partenaire, Union européenne soit-il, parce que on se rend compte qu'en termes de fiabilité, ils ne sont pas aussi fiables dans la durée. Très bien. Khalid Ben Omar, conseiller auprès du chef de gouvernement. Oui, je voudrais quand même, je pense qu'on a suffisamment parlé de ce sujet, mais c'est vrai que ça reste un sujet complexe.
Et moi, je voudrais juste quand même, pour vos auditeurs, essayer un peu d'éclairer les choses. Bien sûr, Maslahat al-Bilad wal-Ibad, c'est ce qui est le plus important. On ne peut pas dire que le Maroc a un besoin absolu de l'Union européenne. C'est pas vrai, pour des raisons historiques, politiques, qui sont liées à notre pays. Mais imaginez un Maroc qui commerce avec le monde entier, sauf l'Union européenne, c'est un non-sens. Je voudrais juste quand même expliquer pourquoi. Aujourd'hui, quand on parle des accords de libre-échange, on a des accords de libre-échange avec 56, voire 57 pays. Sur ces pays-là, l'Union européenne représente 82% du volume des échanges. Donc, le fait même de parler d'accords de libre-échange, pour le moment, ça se résume à l'Europe. Sur ces accords de libre-échange... C'est-à-dire que le Maroc n'est pas crédible lorsqu'il parle de diversification des pays avec lesquels il pourrait... Je parle du libre-échange et je viendrai à la diversification. Je vais venir. Alors, sur le libre-échange, déjà, on parle essentiellement de l'Europe. C'est l'Europe qui représente 82%. C'est 160 milliards de dirhams d'importation et 60 milliards, voire 70 milliards d'importation si on fait les bons calculs. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent qu'en fait, notre tissu industriel, notre tissu agricole, commerce, bien sûr, évidemment, essentiellement avec l'Europe, mais de plus en plus dans le cadre de ces accords de libre-échange qui représentent aujourd'hui 30% de notre commerce global. Et c'est quand même... Et attention, et ça on l'oublie, c'est certes l'Europe est une source de déficit commercial pour le Maroc, mais pas autant que d'autres pays qui sont en dehors de ces accords de libre-échange. Et là, je voudrais dire que la Chine, dont on parle et on dit qu'il faut diversifier en Chine, la Chine, c'est 24 milliards, 25 milliards de déficit annuel pour le Maroc. C'est presque la moitié de l'investissement public. En tout cas, ce qui est déclaré, c'est 24 milliards. Donc, sur ces 24 milliards, avec un pays dans lequel on n'a pas d'accord de libre-échange, ça montre qu'en fait, l'Europe, c'est pas un besoin vital, mais c'est finalement là où les enjeux de notre commerce extérieur se situent, en tout cas à court-moyen terme. Oui, il faut diversifier, mais on ne peut pas le décréter. Donc, c'est une stratégie. Donc, le Maroc, quand il dit justement à ses partenaires européens, vous réglez le problème ou alors on va diversifier, on est plus crédible lorsqu'on le dit. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut, attention, on peut dire que pour des raisons politiques, on peut suspendre nos relations. Le Maroc est un pays qui a... Mais je ne parle pas de suspendre les relations, je dis que lorsque nous avons dit à travers le communiqué du ministère de l'Agriculture que nous serions en mesure de voir des possibilités de commercer avec d'autres pays, est-ce que nous sommes crédibles ? Est-ce que nous faisons frémir nos partenaires européens ? Mais je vous dis, bien sûr que nous sommes crédibles, parce que nous le faisons déjà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le poids de l'Europe aujourd'hui est un poids tellement important que toutes ces choses-là vont se construire dans la durée. C'est là que notre ami l'a expliqué, c'est que c'est des stratégies qui sont en train de être mises en place, mais il ne faut pas croire qu'on va les décréter du jour au lendemain. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est notamment notre stratégie en Afrique. Et je voudrais juste, avant de finir ça, je voudrais aussi dire que si aujourd'hui on parle de cet accord-là, on le voit du point de vue agricole. Oui, c'est important. Sur l'agriculture, on est capable de diversifier très rapidement parce que les besoins alimentaires, c'est des produits, on peut les vendre, c'est une question de transport, de coût, de logistique. Par contre, quand on parle d'exportation industrielle, vous le savez, le Maroc est très intégré avec l'Union européenne. On est dans des chaînes de valeur mondiales. Et dans le monde entier, la tendance aujourd'hui, c'est de commercer d'abord avec vos voisins. Donc, si tous les économistes vous diront que le Maroc a d'abord intérêt à commercer avec la zone maghrébine et la zone euro-méditerranéenne. C'est vrai qu'on a maintenant un problème politique, que s'il le faut, il va falloir, je pense, aller crescendo et montrer à l'Europe que l'Europe n'est pas le Maroc. On est deux entités distinctes et qu'on se soumettra à aucun diktat. Excusez-moi, lorsque vous dites que ça ne se décrète pas et ça nous prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans... Ouais. Et concrètement, vous videz de sa substance la menace du Maroc, quelque part par rapport à l'Union européenne, lorsqu'on dit qu'on va aller vers d'autres pays. Je vous dis qu'on peut aller vers d'autres pays. Sur 20 ans, et qu'on aura des conséquences, comme l'a dit, qui seront peut-être assez négatives sur notre déficit commercial. On peut faire du push pour aller plus en Afrique, des choses qu'on vend aujourd'hui en Europe, on peut les vendre sur d'autres marchés, mais tout ça, ça va impliquer un grand volontarisme. Si on veut faire les choses naturellement, c'est qu'il y a une diversification progressive. Si on la pousse, on la fera et on aura un coût économique que nous assumerons en tant que Marocains pour notre intégrité territoriale. Hassan Ben Abdelrazek de la CGM. Je voudrais qu'on fasse preuve de réalisme, et de réalisme à la fois politique et économique. Le réalisme politique, c'est que malheureusement, la position marocaine de souveraineté sur les provinces du Sud n'est pas une position qui est partagée dans le monde entier. Et la preuve en est, c'est que depuis 1975, c'est la cause nationale pour laquelle partout nous nous battons et partout nous nous battrons sur cette logique-là. Mais en face de nous, nous avons des ennemis, nous avons des gens qui sont contre nous, qui prétendent avoir des visions différentes, des intérêts différents, et c'est le sens de notre combat. D'accord ? Bon.
maintenant, de manière réaliste, puisque nous n'avons pas encore gagné ce combat, comment est-ce qu'on se conduit vis-à-vis de l'Union européenne ? La politique marocaine me semble tout à fait raisonnable. On affermit les liens. On approfondit les liens, on crée des relations d'interdépendance de plus en plus fortes à travers les chaînes de valeur et on essaye pour que l'intérêt des Européens, c'est le maintien de nos relations bilatérales, quitte à ce que la qualité, la quantité de nos relations bilatérales soit telle que ça leur permette de passer outre les lobbies qui sont contre nous. C'est exactement le sens du combat et le sens de la politique que nous avons. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout prendre un ou l'autre. Il faut approfondir nos liens avec les Européens au sens de décroisement des investissements, de l'accroissement des échanges humains, de l'accroissement des échanges de marchandises, de services, etc., au point tel que le coût pour eux d'une position contre le Maroc devienne insupportable. Et c'est ce qu'on constate. Je veux dire, si aujourd'hui la Commission européenne réagit aussi vite à un communiqué du ministère de l'Agriculture, c'est qu'ils savent que nous sommes un partenaire indispensable, que Renault, Peugeot, toutes les entreprises qui travaillent dans la filière aéronautique ou dans la filière automobile, les entreprises de logistique, d'énergie, les bureaux d'études, les banques présentes ici, si l'Union européenne a une position qui n'est pas favorable au Maroc du point de vue économique, tous ces intérêts-là vont taper sur la table. Ouais, donc, pourquoi je dis ça ? Il faut être réaliste. Quelque part, il semble que notre combat, le combat national de faire reconnaître à la communauté internationale la légitimité de l'intégration des provinces du Sud dans notre territoire, celui-là, il va continuer tant qu'on ne l'aura pas gagné de manière définitive. Est-ce qu'on va mettre à risque nos relations avec les Européens et la constitution de ces lobbies favorables au Maroc à travers l'imbrication des intérêts économiques communs, c'est une question qui est importante. C'est pas une question qu'on tranche en disant s'ils veulent pas de nous, on va ailleurs. Moi, je persiste et signe. Nous devons trouver les moyens, comme on le fait avec le monde entier, de commercer avec eux, d'investir, d'aller de l'avant, même si on n'est pas d'accord. Sa Majesté, qu'est-ce qu'il a fait au Nigeria ? Il est allé au Nigeria, qui était un des pays fondamentalement opposé à l'intégrité territoriale marocaine, à la récupération, l'intégration des territoires du sud du Maroc, et il l'a engagé. Et il l'a engagé en disant on peut ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler sur le projet du gazoduc, qu'on ne va pas développer une usine d'engrais. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? L'idée que lorsque le développement des relations économiques et commerciales atteint un certain niveau, effectivement, après, ça devient naturel. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Très bien. Nabil Adel, directeur du groupement de recherche en géopolitique, géoéconomie de l'ESCA. Qu'est-ce que vous répondez justement à Hassan Ben Abdelrazek lorsqu'il vous dit que ça se décrète pas, il faut rester quand même lucide et on part pas tout de suite à la conquête d'autres marchés aussi facilement qu'on le dit. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut partir à la conquête d'autres marchés le plus rapidement possible. Cela dit, on ne remet pas en cause nos partenariats actuels. Mais alors tout à l'heure, Khalid Ben Omar a donné un chiffre qui fait vraiment peur. C'est 80% de nos zones de libre-échange sont avec l'Europe. Et ça m'a rappelé un autre chiffre, celui du Mexique avec les États-Unis, où 80% des exportations du Mexique sont avec les États-Unis. Quand ils ont eu Trump, écoutez, c'est toute l'économie du Mexique qui a vacillé. Écoutez, ils se sont rendus compte de leur erreur.
Et maintenant, ils cherchent à développer ils cherchent à accélérer la zone de libre-échange avec l'Europe, à diversifier le partenariat parce qu'ils se sont rendus compte que même dans une entreprise, quand un client représente 80% de votre chiffre d'affaires, vous devenez vulnérable. Vous devenez vulnérable. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette situation qui devient intenable, où vraiment nous sommes à ce point dépendants d'un seul marché et d'un seul marché qui est relativement intégré, où tous parlent de la même voix. Donc aujourd'hui, il faut dès maintenant, il fallait commencer quelques années, mais il faut dès maintenant commencer à aller vers d'autres pays. Il ne faut pas attendre. Et je reprends votre exemple sur le cas du Nigeria, qui est un cas qui est très intéressant. Voilà, aujourd'hui, ça sont des décisions concrètes. On va aller chercher d'autres partenaires, on doit commencer avec d'autres partenaires, on ne doit pas rester figé sur l'Europe. Donc ça, c'était pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est que nous n'avons pas que des leviers économiques. Et donc pour la première fois, dans un communiqué, on parle d'immigration, que nous sommes en train de contrôler l'immigration pour vous. Donc ça a été clairement dit dans le communiqué. Effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on sache que soit on veut un partenariat multidimensionnel, où on intègre tous les dossiers, soit on remet tout sur la table. Mais on ne peut pas avoir un partenariat à la carte. C'est quand on a besoin du Maroc pour nous envoyer du renseignement, ou bien pour faire le gendarme aux portes de l'Europe, il est le bon élève de la classe. Mais quand il s'agit des intérêts du Maroc, là, on le fait rentrer dans une lourde machine bureaucratique, où c'est son tissu économique qui prend le coup. Parce qu'aujourd'hui, de quoi on parle ? Nous ne sommes pas en train de parler de choses bénignes, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. C'est votre commerce extérieur, c'est votre source d'entrée de devises. Et avec un marché qui représente 80% de vos échanges, enfin des zones de libre-échange. Et donc aujourd'hui, si vous êtes menacé sur ce marché, parce qu'on vous attaque sur une position de principe, là on vous attaque sur une position de principe que vous défendez. Alors c'est exactement ce que je dis. Mais dire que le pragmatisme voudrait qu'on ne diversifie pas immédiatement le partenariat, non, ça c'est pas du pragmatisme, ça c'est du fatalisme. Le pragmatisme, c'est commencer maintenant qu'on a eu le signal, donc on a eu la menace, il faut dès maintenant qu'on active les zones de libre-échange avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, qu'on défende la grande zone de libre-échange panafricaine et qu'on soit un acteur important. Parce que, écoutez, en tant qu'opérateur économique, je veux bien qu'à l'échelle d'un pays, ça peut prendre plusieurs années. Mais pour un opérateur économique à son échelle locale, chercher de nouveaux partenaires ne prend pas 10 ans. Ça peut prendre 2-3 ans, le temps de faire les prospections, de négocier les contrats, et puis c'est bon. Et on cherche d'autres partenaires. Maintenant, la proximité culturelle que nous avons avec l'Europe, la proximité géographique, la proximité sur un certain nombre d'éléments fait que nous n'avons pas forcément envie d'aller chercher un client en Asie et un fournisseur en Amérique latine. Mais aujourd'hui, moi ce que je dis, je défends une situation où on met tout sur la table, tous les dossiers de collaboration avec l'Europe, et on discute dans un cadre global. Et qu'on sorte de ce piège de discussion à la carte. Quand ça les arrange, et c'est eux qui dictent l'agenda, et nous, on ne fait que réagir. Nabil Adel, juste une dernière question. Quand Bruxelles s'engage à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser, on va dire, l'accord agricole, vous pensez à quelles mesures, quelle est sa marge de manœuvre ? Je n'en vois pas, et d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce que nous ont dit l'année dernière. Et à chaque fois, ça va être le même discours rassurant. On va prendre les mesures. Et puis un jour, vous avez un commissaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va sortir, vous dire « Ah non, c'est pas… » et ça dépend de la couleur politique de ce commissaire, pour remettre tout en cause. C'est du pipeau. Voilà, et reprendre. Ouais. Maintenant, il faut être solide et exiger des actions concrètes sur le terrain. Omar Charkaoui, directeur de Finance Active Maroc. En fait, moi, si vous voulez, en essayant de reprendre un peu tout ce qui a été dit, aujourd'hui, cet accord, il est toujours en cours. Rien n'a été remis en question. On continue de travailler comme hier et comme ça sera demain aussi. Par contre, le Maroc, et là, si Abdelrazak, vous n'allez pas pouvoir me contredire quand même, le Maroc a quand même le droit de tirer des sonnettes d'alarme et de manifester à ses partenaires une situation où il n'est pas forcément d'accord. Et donc, quel que soit le niveau de pragmatisme qu'on va prendre en compte ou considérer, on ne peut pas se dire, voilà, à un moment où on entend des aberrations de notre point de vue, affirmées, clamées haut et fort par un membre de la commission, on est obligé de taper du poing sur la table. Voilà, ça nous a, ces derniers temps, ça nous a été malgré tout assez utile.
On l'a fait avec l'ONU, ça a marché. On l'a fait une première fois avec la France, ça a tout aussi marché. C'est-à-dire, si vous voulez, à un moment, notre diplomatie aussi s'adapte à la réaction de nos partenaires. Quand on y allait en étant très poli, accueillant, en prenant des pincettes, en faisant attention, en y allant juste dans de façon en off, etc., de façon à pas les brusquer, on voyait que ça n'avançait pas trop. Et on s'est rendu compte que quand on leur dit, bon, aujourd'hui le Maroc ne veut plus comme ça, et qu'on le clame haut et fort, et on leur montre qu'au final, on n'a pas forcément très peur d'eux, et que pour nous, entre le coût d'annuler l'accord et la cause nationale, le choix est très vite fait. Non mais Omar Charaoui, ce qui m'embête un petit peu dans tout ça, c'est que finalement aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Nabil Adel qui vous dit que de toutes les manières, l'Union européenne ne peut pas faire grand-chose, elle n'a pas de marge de manœuvre. Alors quand même, on leur demande de faire un effort, on leur demande, et c'est pas vain, parce que voilà ce qu'on leur dit, on leur demande, et là je cite le communiqué, les actes visant à dresser des obstacles devant l'entrée des produits marocains sur les marchés européens doivent être sanctionnés et traités avec la plus grande fermeté de la part de notre partenaire européen. Oui. Voilà, fin de citation. Il a raison de dire ça. Concrètement, est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre ou est-ce qu'on est en train de leur demander l'impossible? C'est Adel l'a très bien dit aussi. Quand il y a des besoins qui sont vraiment importants pour eux en termes de sécurité, en termes de migration, ils arrivent à les trouver, ces accords. Ils arrivent à les trouver, ces moyens. Ils arrivent à trouver cette marge de manœuvre. Oui, mais là, on est face à une justice qui est souveraine. C'est ça le souci, a priori. Oui, et ils ont en face d'eux un pays qui est souverain et qui se bat pour ses intérêts. Et qui se bat pour son intégrité, et qui est en train de leur dire... Si vous étiez, par exemple, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, vous feriez quoi? Mais écoutez, vous voyez, c'est une excellente question. Quand les Américains, à chaque fois qu'il y avait un nouveau président, ils disaient, quand on appelle l'Europe, on doit appeler qui? Quand on parle de l'Europe, on parle de qui? Est-ce qu'il y a le président de la Commission? Est-ce que c'est la présidence tournante? Est-ce que c'est la commissaire aux affaires étrangères? Est-ce que c'est la Cour de justice? Est-ce que c'est le haut fonctionnaire qui n'a pas été élu, dont personne ne connaît le nom, qui a tous les leviers sur un dossier en particulier? On appelle qui? Donc le Maroc, ce qu'il fait, au lieu avant, on était, enfin, et Ibn Omar peut me corriger, je dis Ibn Omar alors que c'est un ami, donc Khalid peut me corriger. Avant, on était en train de se faire empatouiller par « allez, c'est dans telle direction, c'est dans tel département, c'est telle section de tel bâtiment, est-ce que c'est à Strasbourg, est-ce que c'est à Bruxelles, est-ce que c'est notre annexe qui est à Paris ?» Enfin, est-ce que c'est au niveau de la représentation de l'Union européenne à Rabat? Aujourd'hui, le Maroc se dit « on va plus se prendre la tête avec tout ça. Aujourd'hui, on donne notre avis haut et fort. Après, c'est à eux de se débrouiller. » Ok. Si on vient à comparer en termes de PIB, en termes d'exposition, on pèse pas beaucoup. Mais malgré tout, le Maroc a réussi à valoriser énormément de ses ressources. Khalid Ben Omar, consultant en stratégie, conseiller auprès du chef de gouvernement. D'abord, vous avez entièrement raison de l'avoir évoqué. Il y a des pays d'Europe pour lesquels on est stratégique, même du point de vue commercial. L'Espagne, aujourd'hui, elle n'est pas prête à renoncer à son commerce avec le Maroc, ni à renoncer à ses investissements extérieurs. La France aussi, en termes d'IDE, vous l'avez dit, est très impliquée dans un certain nombre de secteurs industriels. Donc les accords de libre-échange, comme vous le savez, ont permis à ces IDE de se développer. Les remettre en cause aussi, c'est remettre aussi toute cette interpénétration et ces investissements qui sont très importants au Maroc. Ça, du point de vue un peu... qui contredit cette thèse qui est de dire que le Maroc est le seul gagnant perdant. Non, l'Europe est aussi une perdante, même sur le point de vue économique et sur cette intégration qui existe déjà dans certaines chaînes de valeur. Le deuxième point, c'est de rappeler une chose. Vous dites que l'Union européenne est impuissante, la Commission. J'ai pas dit qu'elle était impuissante, je dis qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Elle a des choses à faire. Ouais. Elle a des choses à faire. Pour défendre même la position qu'on souhaiterait voir défendue. Même si on n'est pas d'accord avec ça, on peut avoir nos points de vue, on peut être contesté beaucoup de choses dans le droit international, mais il y a en 2002, donc Hans Corell, qui était le directeur juridique de l'ONU, a établi des critères pour les pays qui administrent des territoires non autonomes. Et tous ces critères sont respectés par le Maroc. C'est ce qui permet à l'OCP, par exemple, de commercialiser le phosphate dans des pays où ce genre de questions sont très importantes, comme la Nouvelle-Zélande et d'autres pays comme ça. Et bien ces choses-là, aujourd'hui, l'Union européenne doit en tenir compte et doit les appliquer. Donc il y a toujours moyen, dans les critères qu'ils se sont eux-mêmes fixés, de revoir leur position et de les analyser pour avoir des solutions. Mais là, c'est un jugement en deuxième en appel, je dirais. Mais même, ça peut toujours... Il n'y a pas de limite. On peut monter d'un autre... On peut toujours monter d'un. Quand je vous ai dit
l'Union européenne, ses institutions, c'est une histoire qui s'écrit encore aujourd'hui. Vous le voyez avec le Brexit, vous le voyez avec toutes les choses qui se passent. Etc. Donc, ça s'arrête pas. Et c'est d'ailleurs une bonne chose pour le Maroc parce qu'on a toujours nos cartes à faire valoir. Sur le dernier point, sur le sujet, je pense, qui se cache derrière tout notre débat, c'est comment on doit imaginer notre commerce extérieur et nos relations économiques dans le futur. Moi, je voudrais dire une chose. Je pense que le Royaume du Maroc est très astucieux et il a une bonne vision prospective. Quand, pour certains ALE, il est allé très vite, et pour d'autres, il a pris le temps malgré l'importance géopolitique de nos relations. Parce que tous les pays qui ont signé des ALE avec la Chine, ou avec la Russie, ou avec l'Inde, ils sont perdants. Parce que des pays auxquels on peut, en tant que Maroc, on va exporter peut-être de la matière première, mais imaginez que notre industrie puisse demain exporter des voitures en Russie ou en Chine, c'est impensable. On n'est ni dans les chaînes de valeur qu'il faut, ni dans la proximité géographique qu'il faut, ni dans le mindset culturel qu'il faut. Donc il faut vraiment être prudent avec ces pays, peut-être développer des relations dans les services, dans un certain nombre de choses, mais au niveau de parler aujourd'hui qu'un accord de libre-échange avec la Chine va permettre de créer de la richesse pour le Maroc, les États-Unis eux-mêmes en doute alors qu'ils étaient les premiers à promouvoir cet accord il y a une vingtaine d'années. Donc ça c'est pour les pays avec lesquels il faut être prudent malgré toute leur importance du point de vue géopolitique. Les pays sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un avenir proche, c'est l'Afrique bien sûr. On a la possibilité d'avoir une intégration beaucoup plus poussée avec l'Afrique, le Maghreb et bien sûr cette épée de Damoclès maintenant avec ces questions-là qui reste l'Union européenne. Voilà un peu ce que je pense de la situation du Maroc dans son environnement international. Hassan Ben Abdelrazek, membre de la commission accord de libre-échange au sein de la CGM. Alors, je vais vous répondre à la question que vous avez posée. Le Maroc doit exiger de la Commission européenne de mettre en place un cadre qui rende clair les conditions dans lesquelles le Maroc exporte sur l'Union européenne. Et il peut le faire. Et le jugement de la Cour d'appel n'est pas un jugement de on exclut les territoires du commerce, c'est un jugement qui dit que l'accord de libre-échange tel qu'il est formulé aujourd'hui ne s'applique pas. Donc il faut élargir cet accord de libre-échange aux territoires sous administration marocaine, et c'est exactement le sens de la demande du Maroc, c'est-à-dire de demander à l'Union européenne de reconnaître verbatim l'intégration des territoires du Sud. C'est Sud. ce qui revient dans l'arrêté. Dans l'arrêté, la Cour explique que ces accords peuvent être conclus à condition que le territoire en question soit ajouté d'une façon distincte et que le peuple de ce territoire accepte cet accord, que cet accord lui soit proposé ou appliqué plutôt. C'est-à-dire, nous avons des instances représentatives de la population de ces territoires. Nous avons des élections en permanence au niveau du Sahara. La dernière élection, elle n'a pas eu lieu. Et ces instances élues démocratiquement sont parfaitement à même de pouvoir représenter donc c'est une formalité. Vision. Non, ce que je dis, c'est que maintenant, il y a un combat politique. La Commission européenne, si elle a envie d'aller dans ce sens-là, elle a deux voies. La première voie, la plus difficile, c'est de passer devant le Parlement européen et de présenter un amendement incluant explicitement les territoires du Sud comme faisant partie des accords de libre-échange. D'accord ? Et d'aller se battre en disant voilà les éléments qui prouvent que le développement conduit par le Maroc ne se fait pas de manière à l'encontre de l'intérêt des populations, qu'il le fait, et nous avons, comme dit Stephen Khaltoun, tous les éléments pour pouvoir le démontrer. Et si on le demande, on peut l'obtenir. Alors, il y aura combat. C'est évident, il y a au niveau du Parlement européen, lorsque vous lisez le livre de Beauvais sur l'accord de libre-échange, le dernier accord de libre-échange, on voit bien tout le jeu. Vous parlez de José Bové. De José Bové, qui était rapporteur de la Commission du Parlement européen pour examiner le protocole ou l'accord de libre-échange ou la composante agricole de l'accord de libre-échange révisé de 2012. Et il y a un combat politique. Ce combat politique, on peut aider les Européens à le faire. On peut les obliger à prendre position. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé. Les activistes politiques étaient contre cet accord, mais de manière tout à fait évidente. Ça allait les Verts, les anarchistes, je sais pas,
plein de gens, un héritage institutionnel en Europe qui fait que le Parlement européen n'a jamais été considéré comme étant une instance législative sérieuse. À un moment, on a créé le Parlement européen sans pouvoir, et donc on leur a distribué de l'argent simplement pour qu'ils se réunissent, et on a fait des élections pour qu'ils viennent, mais ils n'avaient aucun pouvoir. Alors quand vous avez une instance de politiciens qui n'ont aucun pouvoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils discutent sur les endroits où ils peuvent vous embêter. D'accord ? Ils ne sont pas... Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une partie des activistes sur le Parlement européen provient d'un héritage historique. Aujourd'hui, il faut les confronter par rapport à la réalité. La réalité, c'est que l'importance de nos échanges, des deux côtés, de manière symétrique, l'importance de cette relation pour les deux parties est telle que je suis certain qu'on aura gain de cause, y compris au Parlement, pour l'inclusion de cette partie-là. On peut avoir aussi gain de cause de manière différente, c'est-à-dire qu'on ait un avis interne à l'ordre juridique de la Commission qui dit « Moi, j'ai aucun problème pour le maintien de mes exportations ». Il ne faut pas le lire de manière... Il faut qu'on ait un engagement européen plus fort que simplement le maintien du statu quo qui précède. D'accord ? Je pense que ça, c'est nécessaire et c'est le sens de l'appel. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on va jouer le tout pour le tout et dire « reconnaissez notre souveraineté ou sinon on arrête nos relations », ma conviction, c'est que c'est pas le bon combat immédiatement. Nabil Adel, directeur du groupement de recherche en géopolitique de l'ESCA. Oui, en fait, leur demander d'inclure les provinces du Sud dans l'accord de libre-échange revient implicitement, selon les termes de la décision de justice, à organiser un référendum d'une manière ou d'une autre. Il vous renvoie au droit international. Il a raison. Alors, je pense que si vous pouvez nous le dire, Simedi, voilà ce que ça dit. Alors, est-ce que vous imaginez si la France négocie quelque part, ils sont obligés de préciser que la Corse va en faire partie. Non. Alors, est-ce que l'Alsace-Lorraine fasse partie Alors, qu'est-ce que dit cet accord ? Je le relis très rapidement. Alors, il explique cet arrêté, en tout cas de la Cour, il explique que ces accords peuvent être conclus à condition que le territoire, alors là, en question, soit ajouté d'une façon distincte et que le peuple de ce territoire accepte que cet accord lui soit appliqué. Alors, très bien. Donc, il accepte sous quelle forme ? Non, pas des élections. Nous avons ce peuple est représenté par des élus légalement présents au Parlement. Ça, c'est du point de vue marocain. Oui. Du point de vue du droit international, vous l'avez répété à plusieurs reprises, c'est un territoire sous administration marocaine. Donc il y a une nuance très forte. Non, monsieur, il y a une nuance très forte. Il y a une nuance très forte. C'est-à-dire que si vous demandez au peuple son avis, c'est pas à travers les organes législatifs que vous, puissance administrative organisée, mais du point de vue du droit international, je termine ici, mais du point de vue du droit international, c'est-à-dire leur demander leur avis directement. Mais pas du tout. Alors, écoutez, il ne demande pas de le faire pour les Marocains. Les Marocains du Nord, pardon, la partie qu'ils reconnaissent, ils ne demandent pas aux Marocains de voter pour valider ces accords. C'est Ed la raison. Alors, juste un point. Et je finis. On va le laisser finir, je vous donne la parole. Mon argument, s'il vous plaît. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils vous ligotent. Alors, des deux choses l'une. Soit vous acceptez cet accord où votre souveraineté ne s'étend pas aux provinces du Sud, mais si vous voulez que votre souveraineté s'étende à ces provinces du Sud, organisez une consultation, on va l'appeler consultation, pour demander à la population directement son avis. Et je prends à mon compte la remarque de Sia Omar. Ils ne le demandent pas aux gens de Casablanca, de Rabat, ils ne leur demandent pas. Ils considèrent que c'est un territoire qui est à part. Voilà. Donc les instances représentatives mises par le Maroc ne les concernent pas. Eux, ils veulent avoir un avis direct de la population. Donc nous sommes dans une configuration où, et c'est pour ça que la virulence du communiqué montre qu'on a perçu ce piège. Parce que le communiqué est très virulent quand même. Et on leur demande, s'il vous plaît, clarifiez votre position vis-à-vis de nous. Si maintenant, on va continuer à jouer à ce jeu éternellement, à ce jeu d'attrition éternelle, on ne peut pas s'en sortir. Vous devez nous dire, une bonne fois pour toutes, quel est notre statut
vis-à-vis de l'Europe. Aujourd'hui, si personne ne demande, juste pour qu'on soit clair, personne ne demande de résilier ou bien de remettre en cause les accords avec l'Europe. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'il faut commencer à chercher en parallèle. Voilà, il faut commencer à chercher dès maintenant en parallèle des solutions de contournement. Des solutions de contournement, parce que le jour où on sera dos au mur, au moins on sera heureux que ça représente 10 à 15% de notre commerce, au lieu que ça représente 60 à 70% de notre commerce extérieur. Donc, sur ce point-là, il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, il y a un piège. Et la bataille qui va s'ouvrir avec l'Europe, et qu'on parle à la bataille qui a eu lieu au sein de l'Union africaine. Le Maroc s'est imposé. Bon, il a fait un travail diplomatique formidable, il faut le reconnaître, qui a abouti à un résultat concluant. Maintenant, il est temps qu'il se tourne vers son partenaire du Nord, maintenant qu'il a sécurisé sa base arrière dans le Sud, avec son partenaire au Nord, pour qu'une fois pour toutes, le discours soit clarifié. Comment ça se fait que quand on veut, et alors je vais encore une fois être d'accord avec vous, c'est rare, hein. Quand on veut mettre sur la table des problèmes de terrorisme, d'immigration, des choses qui intéressent l'Europe. On trouve toujours les mécanismes, et ça va à une vitesse rapide. Mais quand il s'agit des intérêts du Maroc, ça traîne en long et en large. Et là, quand par hasard, c'est là où les lobbies s'activent. Mais quand il s'agit des dossiers qui concernent l'Europe, on dirait qu'ils parlent tous le même langage. Excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste du droit international. Je pense qu'il y a des juristes éminents qui peuvent décortiquer cet accord et nous éclairer davantage. Moi, je parle d'un point de vue économique. J'ai un tissu d'entreprises exportatrices qui, demain, peut souffrir éventuellement d'un tel accord. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut se produire. Donc, il est temps, et je pense que le communiqué va dans le bon sens, quand il demande une clarification et quand il brandit la menace. Attention, on peut chercher d'autres partenaires, et quand on veut chercher d'autres partenaires, à la Chine, ça ne veut pas dire qu'on va aller signer un accord de libre-échange avec eux. Vous avez raison, ça peut être catastrophique pour l'économie marocaine, ça je vous le concède, mais au moins développer des débouchés différents. Voilà, un volant d'affaires assez intéressant avec eux, et dire une bonne fois pour toutes que nous avons des dossiers sur lesquels nous aussi on peut être relativement intransigeants. Et pour la première fois, c'est ce qui attire mon attention dans le communiqué, on parle du Maroc comme gardien des frontières sud de l'Europe. Ça c'est dire qu'on met ça sur la table. Omar Charqaoui, directeur de Finance Active Maroc. En fait, si vous voulez, quand j'essaie de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce sujet, quel a été l'élément déclencheur pour cette problématique actuelle qu'on est en train de discuter aujourd'hui ? C'est un Espagnol. Non. Enfin, non. Avant tout, qu'il y ait eu cette plainte qui a été déposée par le Polisario. Et en fait, on en revient toujours au même sujet. C'est-à-dire, on peut voir avec nos partenaires africains, nos partenaires européens, à l'étranger, en Asie, en Amérique latine. On en revient toujours à un sujet. C'est pas forcément le débat d'aujourd'hui, mais c'est le sujet de notre voisin. Qui, au final, essaye toujours, parce que je suis incapable de vous dire de quoi sera fait l'avenir, mais essaye toujours de trouver la petite faille pour nous laisser cette petite pierre dans la chaussure ou pour le petit truc pour embêter le Maroc. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que la solution à tous ces micmacs, tous ces petits détournements, serait de un jour trouver, déjà avoir des partenaires, on va dire des dirigeants, pour ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais des gens avec qui on peut vraiment parler correctement et sur une base saine. Et je pense que d'un coup, tout cela se réglera. Que ce soit avec nos pays, les pays africains, que ce soit avec l'Union européenne. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la petite... Omar Charqaoui, directeur de Finance Active Maroc, on veut que l'Union européenne intègre dans sa façon de voir le Maroc les territoires du Sahara, que ça fasse partie prenante et intégrante normalement du Maroc. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans le cadre de ces accords de libre-échange et on le demande dans le cadre de ces accords de libre-échange avec l'Europe et on ne le fait pas avec les Américains dans le cadre des accords de libre-échange que nous avons négociés avec eux ? Alors, là encore, dans les accords de libre-échange américains, rien ne dit que le Sahara n'est pas reconnu, n'en fait pas partie. C'est-à-dire, il n'est pas écrit explicitement et de façon très claire. Et je pense que nous sommes assez au courant ici pour me corriger si j'ai une bêtise, mais ça n'est pas écrit explicitement. Donc il inclut les territoires du Sahara. Donc écoutez, pour nous, la lecture actuelle, c'est que pas pour nous, pour les Américains. Écoutez, oui, parce qu'après, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été envoyées. Il y a eu après, c'est la petite
subtilité, c'est qu'après, à chaque fois qu'il y a un projet, etc., ils le font passer par toute leur grille de lecture et après, ça peut être du point par point, détail par détail. Mais à aujourd'hui, dans la majeure partie, enfin sur les 99%, pour ne pas que je dise 100% et que je dise une bêtise, mais dans la majeure partie de ce qu'on fait, des échanges qu'on a avec les Américains, vous êtes formel, les accords de libre-échange que nous avons signés avec les Américains prennent en compte les territoires ou le territoire du Sahara? Écoutez, moi, honnêtement, franchement, pour moi, oui. Mais, attendez, une question, il y a quelque chose à préciser. C'est que, regardez tous les échanges. Je veux dire, juste, après, il faut voir aussi un peu lecture et juste, on essaie d'ouvrir un petit peu. Aucune aide qui a été envoyée des États-Unis aux Marocains n'a été conditionnée à une limite géographique. À aucun moment. Tous les achats, que ce soit d'armes ou quoi que ce soit, n'ont été limités. Parce que dans ce cas-là, ça aurait été le gros sujet. Parce que si à chaque fois qu'on achetait de l'armement de chez les Américains, ils auraient précisé de façon très claire que voilà, ça n'est pas pour être utilisé à ce niveau-là. Et pour rappeler, juste le dernier petit point, je suis désolé, c'est qu'au moment où on avait passé le contrat des F-16 en 2007-2008, il y a eu un engagement plein et complet de la part de l'administration républicaine de l'époque au sujet de leur position concernant le Sahara. Et c'est depuis ce moment-là où on les entend toujours dire, voilà, nous soutenons le Maroc dans sa démarche, nous considérons sa proposition d'autonomie comme étant, et je cite bien, sérieuse et crédible. En fait, ils ont leur discours type et vous verrez que c'est celui qui ressort à chaque fois. En dehors de la petite incartade qu'il y avait eu à l'ONU, mais là, ça avait été une histoire de personnes, Kerry Kennedy, etc., avec Susan Rice. Khalid Ben Omar, conseiller auprès du chef de gouvernement, vous confirmez par rapport aux accords de libre-échange avec les Américains? Officiellement, l'accord de libre-échange de 2006 a exclu le Sahara, mais la position américaine, qu'il s'agisse de toutes les administrations qui se sont succédées, ne se sont jamais appesanties sur le sujet. Par contre, pourquoi on a accepté par contre, de facto, je vais juste terminer sur ça. De facto, rien n'interdit aujourd'hui à une entreprise marocaine de ces régions d'exporter. Ça va même plus loin, l'aide au développement. C'est une des conditions du Maroc quand il négocie les fameux programmes d'aide au développement. Oui, mais ça sort du cadre des accords de libre-échange. Non, mais ce sont des programmes d'aide au développement. C'est quand même... Oui, mais ça dans sort, la hiérarchie, ça sort du cadre des accords de libre-échange. Ces programmes-là, il y a non, mais dans ces programmes, on est d'accord. Oui. On bénéficie d'une aide américaine. Mais c'est pas évident. Attendez. Non, mais excusez-moi, mais dans l'accord de libre-échange avec les Américains, pourquoi, et vous venez de le dire, pourquoi est-ce qu'on a exclu le Sahara et pourquoi est-ce que nous, Marocains, nous avons accepté cela? On n'a pas mentionné... Non, on n'a pas exclu. Je vous ai dit qu'on n'a pas mentionné. On n'a pas mentionné que le Sahara explicitement faisait partie de ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été posé avec l'Europe d'une manière différente. C'est tout. Mais on n'a pas mentionné, on n'a pas dit dans ces accords, on n'a pas dit le territoire du Maroc. D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'organismes internationaux, nous avons la même chose. Nous parlons du Maroc, nous citons la Constitution dans le préambule, mais nous ne disons pas le Maroc comporte 12 ou 13 ou 14 régions ou 16 régions. Ça a toujours été la logique du Maroc. Maintenant, 12 régions, 9 ou 11, on essaie toujours d'éviter ça. Et pour nous, c'est aussi des victoires diplomatiques parce qu'on réussit à faire accepter des accords qui sont neutres par rapport à la cause nationale, qui ne sont pas, alors qu'ils auraient pu être négatifs au moment où ils étaient signés. Et ça s'applique à tous les accords que nous avons signés, qu'il s'agisse avec les États-Unis ou des accords que nous avons avec les organismes internationaux. Je vous pose la question différemment. l'OCDE. Les habitants justement des régions du Sud ou de la région du Sud et du Sahara, est-ce qu'ils bénéficient des accords de libre-échange avec les Américains? Tout à fait, je vais vous donner un exemple. Vous prenez une entreprise aujourd'hui qui commerce à Agadir. Vous savez, les règles de traçabilité de l'Union européenne sont spécifiques, celles des États-Unis sont spécifiques. Forcément, on peut avoir à un moment donné, dans nos chaînes de valeur, une entreprise à Dakhla qui a construit un boulon pour un pneu qui a été fait à Agadir, qui a été emballé à Tanger. Je raconte une blague, mais c'est la réalité. Au Maroc, nous sommes un pays, alhamdoulilah, qui est uni. Nous respectons les critères et les barrières non tarifaires, nous respectons les critères techniques, mais sur ces questions-là, nous considérons que nous avons un marché uni. Du moment que on ne va pas aller dans les micro-intrants de nos produits industriels, dire celui-ci vient de Bouche d'Or, celui-ci vient de Rabat, c'est la réalité. Mais ce qu'essayent de faire certains lobbies de l'Union européenne, c'est finalement ça. C'est redécouper notre pays et redécouper les processus industriels et dire la caisse de carton à Agadir, elle a été faite à Casa, mais la tomate est venue de Dakhla et ça c'est inacceptable pour le Maroc. Les États-Unis, contrairement à l'Union européenne, ne s'appesantissent pas sur le sujet. Dans toutes leurs déclarations officielles, n'ont jamais poussé à une polémique sur ça. Parfois, ils ont dit on ne reconnaît pas la souveraineté. Mais
jamais ils sont allés plus loin dans des déclarations ou de facto dans des décisions qui étaient défavorables au Maroc, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Pour l'avenir, on verra, Inch'Allah. Khalid Ben Omar, conseiller auprès du chef de gouvernement, est-ce que vous faites confiance à nos partenaires européens pour trouver une solution? Je fais confiance au Royaume du Maroc, pas nos partenaires européens. Et je pense que parce qu'on leur a demandé de trouver une solution. On n'a pas demandé au Royaume du Maroc de trouver une solution. Alors est-ce que vous faites confiance à nos partenaires européens? C'est vrai. C'est d'ailleurs une des choses qui explique qu'on doit d'abord avoir confiance en nous-mêmes. Il y avait à un moment donné des juristes marocains qui étaient défavorables à cette idée de passer par la Commission parce qu'ils estimaient que même par rapport au droit européen, c'était pas la meilleure porte d'entrée. Il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites sur ça. Je pense que le Maroc doit d'abord défendre ses intérêts lui-même parce que, en fait, mais là, on s'est dessaisi, excusez-moi, là, on s'est dessaisi du dossier, on a dit à l'Union européenne de trouver une solution. Alors, est-ce que vous faites confiance à vos partenaires? Est-ce que vous faites confiance à vos partenaires européens, oui ou non? La confiance est importante, la bonne foi est importante. Je vous dis qu'à un moment donné, nous avons fait confiance, nous avons en tout cas été de bonne foi. Mais aujourd'hui, les choses montrent que le Maroc doit de plus en plus assumer lui-même ses responsabilités et faire d'abord confiance à son système institutionnel pour défendre ses droits. C'est mon point de vue, je vous donne ici mon point de vue. Je pense que donc vous ne confirmez pas qu'il va falloir aujourd'hui. Donc vous ne confirmez pas qu'il faut faire confiance à nos partenaires européens. Je vous réponds clairement. Aujourd'hui, l'Union européenne elle-même connaît une crise de confiance en interne. Comment voulez-lui faire confiance en tant que bloc? Le Brexit, l'Écosse aujourd'hui qui veut rester avec l'Union européenne, donc c'est Hassan Ben Abdelrazak de la CGM. Oui. Donc, je vais reprendre. C'est du corps à corps avec le consultant et les conseillers auprès du chef de gouvernement. Ce qu'il a dit est important. Ce qui est vrai aussi, c'est que s'il y a un projet de loi qui est introduit pour étendre le bénéfice, ça ne peut pas être le gouvernement du Maroc ou le Royaume du Maroc qui peut l'introduire auprès du Parlement européen. Donc, quand le Maroc demande à ce que c'est des solutions qui proviennent de la Commission européenne, ça ne veut pas dire que le Maroc n'est pas partie prenante ou que le Maroc n'est pas, mais qu'il est nécessaire pour le bon respect des pouvoirs qu'un certain nombre de choses soient faites par les personnes habilitées à les faire. On ne va pas demander aux Européens de venir introduire des textes de loi à notre Parlement. Je veux dire, il faut être raisonnable et sérieux. Le message est clair. Je voudrais revenir sur deux points. Écoutez, excusez-moi, j'ai attendu. Ouais. D'accord. Donc, je veux dire deux choses importantes. L'accord de libre-échange avec les États-Unis inclut sans aucun problème et j'en veux pour preuve que nous étions en train de travailler avec une entreprise qui voulait faire investir dans un champ éolien dans la région de Dakhla, et elle le fait avec les protections accordées aux investisseurs américains de l'accord de libre-échange. Et à ce titre-là, il n'y a pas de discussion possible sur l'intégration. Merci pour la précision, Hassan Ben Abdelrazak. Je suis désolé de vous couper. Merci donc à vous, membres donc de la commission des accords de libre-échange, accords commerciaux et UEA au sein de la CGM. Merci également à notre invité Khalid Ben Omar, consultant en stratégie, conseiller auprès du chef de gouvernement. Merci à Nabil Adel, peut-être pour le mot de la fin très rapidement, Nabil Adel. Écoutez, la bataille va s'annoncer dure, mais il faut s'accrocher parce qu'il va de nos intérêts nationaux. Omar Sharqawi, directeur de Finance Active Maroc. Le mot écoutez, le Maroc doit faire attention, doit utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour se prémunir contre ce genre d'imprévu. On doit faire confiance à nos partenaires, mais aussi on doit être très prudent. 15h32, merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Tout de suite, place aux après-midi. Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques de 20h à minuit. En compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.